Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Ce soir, préparez-vous à plonger dans un épisode particulièrement bouleversant et haletant de Plus belle la vie encore plus belle, l'épisode 375, diffusé en avant-première ce lundi 14 juillet 2025. Si vous pensiez avoir déjà tout vu au Mistral, détrompez-vous, cet épisode va vous couper le souffle, tant il est riche en émotions, en tensions et en rebondissements inattendus. Dès les premières minutes, on retrouve une Morgane méconnaissable, rongée par le deuil après la disparition brutale de Samuel. Totalement absorbée par la préparation intense de son concours, elle s'enferme dans une course effrénée contre elle-même, fuyant sa douleur dans un isolement glaçant. À ses côtés, Jules, impuissant, tente désespérément de sauver ce qui reste de leur couple, mais chaque geste, chaque parole semble glisser sur une Morgane murée dans ses révisions. Leur relation se fissure dangereusement, tandis qu'un dilemme terrible se profile à l'horizon. Si elle réussit ce concours, ce sera le début d'une séparation inévitable, peut-être définitive. Mais au Mistral, ce n'est pas seulement Morgane qui chancelle. Idriss et Gabriel, eux aussi, tentent de tenir debout malgré la douleur, chacun hanté par ses propres tourments. Une atmosphère lourde de chagrin et de mélancolie plane, pesant sur tous les personnages. Et puis il y a cette scène clé, d'une puissance dramatique saisissante, Morgane, essoufflée, humiliée publiquement par Philippe Delma lors de son arrivée en retard à l'entraînement. Un moment qui précipite sa colère, alimentée par un soupçon terrible. Sa propre sœur Laura aurait-elle manipulé l'heure sur son téléphone pour la saboter? La tension monte d'un cran, tout comme la rage contenue de Morgane. En parallèle, d'autres drames se nouent. Lucie, le cœur brisé, tranche nette dans sa relation avec Kenza dans une scène poignante où chaque mot est une gifle émotionnelle. Et pendant ce temps, au commissariat, un Esteban dévasté franchit le seuil pour déposer plainte après avoir été drogué à son insu, une révélation qui va bouleverser l'équipe et raviver les blessures les plus profondes. Et ce n'est pas fini. La pression monte encore quand Jean-Paul Boé découvre que Morgane et Laura sont toutes deux inscrites au concours redouté de l'unité spéciale, sous l'autorité d'un instructeur impitoyable, Philippe Delma. Un homme prêt à briser psychologiquement les recrues, à tester leurs limites, à ne laisser aucune faiblesse survivre. Et quand Delma prononce cette phrase glaçante face à Morgane, « Si tu assistes aux obsèques de Samuel, je te retire du groupe », la question se pose brutalement, que choisira-t-elle ? Son avenir ou sa fidélité à Samuel? Cet épisode nous plonge dans un véritable tourbillon émotionnel, où chaque personnage semble pris au piège des choix que la vie leur impose. Trahison, rupture, humiliation, chagrin, décision impossible, tout se joue aujourd'hui au Mistral. Accrochez-vous, on est au cœur d'un drame humain puissant où tout peut basculer d'un instant à l'autre. Depuis la mort brutale de Samuel, Morgane n'est plus la même. Elle erre comme une ombre, le regard vide, l'esprit ailleurs, accaparée par son deuil mais aussi par une obsession nouvelle, son concours. Elle s'y plonge à corps perdu, comme pour fuir sa douleur, pour l'étouffer sous des révisions sans fin. Mais à ses côtés, Jules s'impatiente. Il en a assez. Chaque tentative d'approche se heurte à un mur de silence ou à une excuse, une fiche à relire, un cours à reprendre, un chapitre à apprendre. Il la sent s'éloigner, chaque jour un peu plus, et ça le ronge. Dans un élan de franchise, il finit par lâcher, agacé. « Tu me fuis tout le temps, Morgane. » Mais elle, absorbée par ses dossiers éparpillés sur la table, ne lève même pas les yeux. Pour Morgane, seul compte sa préparation au concours. L'enjeu est trop important, urgent, vital presque. Ce qui inquiète Jules plus que tout, c'est cette perspective qu'il ose à peine formuler. Si elle réussit, elle sera mutée. Il imagine déjà leur couple fragilisé par la distance, la routine qui s'effiloche, les liens qui se distendent. Au fond, Morgane n'envisage plus l'avenir de la même manière. Son esprit est ailleurs, accaparé par ses propres blessures. Pendant ce temps, dans un autre coin du Mistral, Idriss et Gabriel sont eux aussi dans une humeur sombre et fermée, partageant ce même mood mélancolique, l'un accablé par les conséquences du drame, l'autre envahi par les doutes. Deux hommes perdus dans leurs pensées, qui ne savent plus comment avancer. Et au milieu de tout cela, Jules se débat avec la peur lancinante de perdre celle qu'il aime, non pas à cause d'un autre homme, mais à cause de la vie, des choix, des ambitions et du deuil qui transforment tout.
Morgane débarque essoufflée dans le gymnase, son sac de sport en bandoulière, les cheveux en bataille et le regard inquiet. Tous les regards se tournent vers elle, l'entraînement a déjà commencé. Les autres la fixent, partagés entre surprise et moquerie. Au centre du terrain, Philippe, l'entraîneur, se fige, les bras croisés, son visage fermé et impitoyable. Dès qu'il l'aperçoit, il laisse éclater sa colère devant tout le groupe. « Morgane, c'est quoi ce cirque? Tu te pointes en retard comme une touriste ?» La voix de Philippe claque dans la salle, brisant le silence pesant. Morgane, rouge de honte, reste immobile, incapable de se justifier sur le moment. « La prochaine fois, tu es viré. » assène-t-il, sans ménagement, avant de reprendre l'entraînement comme si de rien n'était. Morgane se glisse discrètement sur le banc, le cœur battant, les mains tremblantes. Sa gorge est nouée, et une colère sourde monte en elle. Elle vérifie frénétiquement l'heure sur son téléphone. Quelque chose cloche. Et puis le doute la traverse, brutal. Laura. Elle est persuadée que sa sœur a trafiqué l'heure sur son téléphone, une petite manipulation sournoise pour la piéger, la faire échouer, la ridiculiser devant Philippe et tout le groupe. La rage remplace la honte. Son regard se durcit, elle est déterminée à découvrir la vérité et à confronter Laura. Idriss pousse la porte du cabinet médical d'un geste ferme, soutenant un homme hagard, blessé au visage. Son air défait témoigne de la nuit agitée passée en cellule de dégrisement. Gabriel relève la tête aussitôt, laissant de côté ses dossiers. Son regard se fixe une seconde sur l'homme blessé, mais très vite, c'est Idriss qui l'observe vraiment. Ses traits tirés, sa posture tendue autant de signes qu'il reconnaît, familiers. Après avoir pris en charge rapidement le patient, Gabriel souffle, presque comme une confidence. « Tu sais, je me suis porté volontaire pour venir bosser aujourd'hui. » Idriss le regarde, surpris. « Ça m'aide à pas trop penser, » avoue Gabriel, la voix légèrement tremblante. Puis, il laisse tomber ses mots, simples mais chargés de tendresse. « Samuel t'aimait beaucoup, tu sais. Il me parlait souvent de toi. » Idriss baisse brièvement les yeux, touché, retenant une émotion qui menace de déborder. Après un silence pesant, il relève la tête, résolu. « Je serai là pour ses obsèques, Gabriel. » Sa voix est ferme, empreinte de respect. « On sera tous là. » Tout le commissariat. Dans ce cabinet médical devenu pour un instant un sanctuaire du chagrin, un pacte silencieux s'installe entre eux, faire honneur à Samuel, être présent, ensemble. Gabriel esquisse un léger sourire, mélancolique. Ce soutien inattendu allège à peine sa peine, mais il en mesure la valeur. Dans un petit square déserté, sous un ciel gris, Lucie attend Kenza, le visage fermé, les bras croisés sur son manteau. Sur le banc à côté d'elle, un sac rempli d'objets divers, des bracelets, un collier, un livre, tous ces cadeaux que Kenza lui avait offerts. Quand Kenza arrive, un sourire hésitant aux lèvres, Lucie ne lui laisse pas le temps de parler. Sans un mot, elle se lève, prend le sac et le lui tend, presque brutalement. « Tiens. Je te rends tout. » Kenza la fixe, interloquée, cherchant à comprendre. Mais Lucie enchaîne, sa voix tremblante d'émotion. « Je veux que tu sortes de ma vie. » Elle lutte pour ne pas laisser ses larmes couler, mais sa colère est trop forte, trop douloureuse. « Je peux pas digérer ce qui s'est passé avec Kevin, » souffle-t-elle, le regard brillant. Kenza tente un geste, une explication, mais Lucie recule, ferme, implacable. « Non, Kenza. Y a plus rien à dire. » Un silence pesant s'installe. Kenza baisse la tête, serre le sac contre elle, vaincue. Lucie, elle, tourne les talons sans se retourner, le cœur lourd, mais déterminé. La rupture est nette, sans retour possible. Entre elles, tout est fini. Dans les couloirs feutrés du commissariat, Jean-Paul Boé marche d'un pas rapide. Il croise Patrick Nebout, qui consulte un dossier, l'air soucieux. Sans détour, Jean-Paul lui lâche l'information. « Patrick, je viens d'apprendre que Morgane s'est inscrite au concours de l'unité spéciale. » Patrick relève brusquement la tête, surpris. Avant qu'il ait le temps de réagir, Boé ajoute, presque à voix basse. « Et Laura aussi. »
Elles sont toutes les deux dans les candidates. Un frisson traverse Nebou. Il reste figé quelques secondes, assimilant la nouvelle. Sa propre fille est Laura prête à entrer dans cette section d'élite. Mais son trouble grandit encore quand il découvre le nom de l'instructeur prévu pour les recrues. Il feuillette la liste des encadrants et blêmit. Philippe Delmas, murmure-t-il, les sourcils froncés. Il referme brutalement le dossier et se tourne vers Boé, son regard assombri par l'inquiétude. Jean-Paul, fais attention. Ce type est dangereux. Boé le fixe, intrigué. Nebou poursuit, d'une voix grave. Delmas n'est pas un instructeur comme les autres. Il pousse les recrues à bout, il les brise psychologiquement pour voir qui craque. La tension monte d'un cran. Patrick connaît bien la réputation sulfureuse de Delmas, et l'idée que Morgane et Laura subissent son entraînement implacable le met en alerte. Prépare-toi, Jean-Paul, ça va être dur. Très dur. Dans l'air, une inquiétude sourde s'installe. Ce concours, déjà exigeant, risque de devenir un véritable champ de mines émotionnelles et psychologiques. Le commissariat est calme en apparence, mais une tension sourde flotte dans l'air lorsque la porte s'ouvre. Esteban entre, les traits tirés, visiblement épuisé, le regard voilé par la détresse. À ses côtés, Vadim l'accompagne, silencieux mais protecteur. Ils avancent lentement jusqu'au comptoir où Jean-Paul Boé les attend, carnet en main. Son regard se pose aussitôt sur Esteban, dont l'attitude parle d'elle-même, épaules voûtées, yeux rougis, souffle court. « Bonjour Esteban, qu'est-ce qui vous amène ?» demande Boé d'une voix posée, déjà conscient que ce qu'il va entendre ne sera pas anodin. Esteban hésite un instant. Ses mains tremblent légèrement, puis il rassemble son courage. Sa voix, rauque, à peine plus forte qu'un murmure, finit par briser le silence. « Je viens porter plainte. J'ai été drogué à mon insu. » Vadim pose une main rassurante sur l'épaule d'Esteban, l'encourageant à continuer. Boé, professionnel mais compatissant, prend note immédiatement, sans interrompre le récit. Esteban fixe le vide devant lui, les yeux brillants, la gorge serrée. « J'ai tout perdu. » Le désespoir dans sa voix est palpable. Derrière ces quelques mots se cache toute la douleur de quelqu'un dont la vie a basculé brutalement, sans qu'il ait pu s'y préparer. Boé relève lentement la tête, croisant son regard. Il comprend aussitôt l'urgence et la gravité de la situation. Ce n'est plus seulement une plainte ordinaire, c'est un appel à l'aide. Et pour Boé, il est hors de question de laisser Esteban affronter ça seul. Devant l'entrée du cabinet médical, Axel débarque avec son sourire malicieux habituel, une lueur d'espièglerie dans le regard. Mais cette fois, il ne se contente pas d'un simple bonjour. D'un geste théâtral, il pose son sac à terre, enlève sa veste, puis sa chemise sous les yeux interloqués des quelques passants. Sans la moindre gêne, il poursuit son petit show improvisé, ses chaussures rejoignent le trottoir, puis son pantalon et le voilà en short de bain, parfaitement à l'aise. Il pousse alors la porte du cabinet, hilar. « Salut Gabriel. Je suis venu donner un coup de main, lance-t-il, tout en agitant ses vêtements soigneusement pliés sous le bras. » Gabriel, occupé à désinfecter le comptoir d'accueil avec un air déjà excédé, lève les yeux et fronce les sourcils en découvrant Axel dans cette tenue improbable. Axel poursuit, faussement sérieux. Vu l'état du cabinet, c'est mieux comme ça entre les patients avec la gueule de bois qui ont vomi partout, j'allais pas salir mes fringues. Gabriel souffle, un mélange de lassitude et de résignation dans le regard, mais au fond, amusé malgré lui par l'audace du jeune homme. Bon dans ce cas, prends une serpillière. Le ton est donné, entre Axel en short de bain et Gabriel en blouse, l'après-midi promet d'être à la fois désastreux et mémorable. Dans le salon, Jean-Paul Boé retourne les coussins du canapé, fouille nerveusement sous la table basse. Il cherche frénétiquement son tote bag préféré, celui dédicacé par Alain Prost, son petit trésor. Impossible qu'il ait disparu, marmonne-t-il, agacé. C'est alors que Kenza débarque, l'air faussement détaché. À sa main le tote bag en question. Boé la repère aussitôt et arque un sourcil. Mais avant même qu'il puisse dire quoi que ce soit, Lucie fait irruption, l'air revêche est déjà sur la défensive. La scène prend rapidement des allures de règlement de compte familial,
Lucie râle, Kenza tente de s'expliquer, Jean-Paul soupire en croisant les bras, partagé entre amusement et agacement. Puis, en quelques secondes, tout devient clair dans sa tête. C'était toi, Kenza, lâche-t-il, pointant le tote bag du doigt, réalisant qu'elle l'avait emprunté sans prévenir. Plus tard, Jean-Paul se retrouve dans la cuisine avec Léa. Ils échangent un regard complice mais épuisé. Léa esquisse un sourire en coin, tandis que Bo élève les yeux au ciel et soupire. Cet été va être long avec Lucie ado qui râle tout le temps. Un constat mi-amusé, mi-résigné, typique de leur quotidien déjà bien mouvementé. Pendant ce temps, au cabinet médical, une scène plus intime se joue entre Axel et Gabriel. Axel, debout près de la porte, prend son courage à deux mains. D'une voix douce, presque timide, il laisse tomber. « Gabriel, je t'aime. » Le temps semble suspendu. Gabriel relève les yeux vers lui, surpris, touché au plus profond. Son regard brille d'une émotion contenue, mais il reste silencieux. Aucun mot ne sort. Juste un léger sourire tendre, discret, pudique. Axel attend une réponse, mais ne la réclame pas. Ce silence en dit long, il comprend qu'il a touché Gabriel, que ses mots ont trouvé écho, même si celui-ci préfère garder ses émotions pour lui. Un instant suspendu, fragile et sincère. Assise sur un banc à l'ombre, Morgane laisse enfin tomber le masque. Les larmes qu'elle retenait depuis des jours coulent librement sur ses joues, son visage ravagé par le chagrin. Steve est là, assis à côté d'elle, silencieux, respectueux de sa douleur, mais profondément touché. Entre deux sanglots, la voix de Morgane se brise lorsqu'elle lui confie. « Tu sais, il est pratiquement mort dans mes bras. » Ses mains tremblent tandis qu'elle serre un mouchoir froissé, ses épaules secouées par l'émotion. Steve la regarde, impuissant, tentant de poser une main rassurante sur son épaule, mais elle semble ailleurs, perdue dans ce souvenir traumatique. Soudain, son téléphone vibre dans sa poche. Sans réfléchir, elle l'attrape, essuie ses larmes à la hâte et lit rapidement le message qui s'affiche. Ses yeux s'écarquillent. « Non », murmure-t-elle, la gorge serrée. Steve l'interroge du regard. Elle lui tend l'écran, c'est sa convocation officielle pour la séance de tir du concours de l'unité spéciale. Mais ce n'est pas le contenu qui la bouleverse, c'est l'horaire, exactement le même moment que les obsèques de Samuel. Une onde de choc la traverse. Sa respiration se fait plus courte, ses larmes redoublent. Ce dilemme cruel la dévaste, honorer la mémoire de Samuel ou se battre pour ce concours qu'elle prépare avec acharnement, mais au prix d'une absence impossible à justifier dans son cœur. Steve serre alors plus fort son épaule, murmurant. « On va trouver une solution, Morgane. » Mais au fond d'elle, Morgane sent que cette décision, elle sera seule à devoir la prendre. Et qu'elle n'aura aucun échappatoire. Morgane traverse le Mistral à grands pas, les traits tirés, l'esprit embrumé par la douleur et la colère. Au détour d'une rue, elle tombe nez à nez avec Philippe Delma, l'instructeur impitoyable. Son regard froid se pose aussitôt sur elle, sans la moindre bienveillance. D'un ton cinglant, il la toise de la tête aux pieds. « Alors, Morgane, tu t'es crue où ? Dans un club de vacances ?» La pique claque, brutale, devant quelques passants interloqués. Morgane encaisse sans répondre, la gorge nouée, incapable de masquer sa fatigue et son trouble. Mais Philippe poursuit, implacable, rapprochant son visage du sien. « Écoute-moi bien. Si tu veux intégrer ce groupe, il va falloir être prête à tout sacrifier. Absolument tout. » Son ton est sec, sans la moindre place pour l'empathie. Puis il lâche, d'un air presque cruel. « Les obsèques de Samuel ? Si tu y vas, je te retire du groupe. » Ces mots sont un coup près. Morgane reste figée, le cœur au bord de l'explosion, la rage et la tristesse mêlées. Le dilemme qu'elle redoutait prend forme avec une violence inattendue, honorer Samuel ou sauver sa place dans cette unité d'élite. Philippe la fixe, impassible, avant de tourner les talons sans attendre sa réponse, laissant Morgane seule, accablée, au milieu de la place silencieuse. Elle sent les larmes lui monter aux yeux, mais elle les ravale. Ce choix, terrible, elle sait qu'elle devra le faire seule. Et il marquera un point de rupture. Voilà, chers amis,
cet épisode intense et bouleversant s'achève, nous laissant tous le cœur serré. À travers Morgane, Lucie, Idriss, Gabriel, Esteban et tant d'autres, cet épisode nous rappelle une vérité profonde, universelle. Face aux épreuves de la vie, chacun de nous est confronté à des choix douloureux, des décisions qui peuvent paraître impossibles à prendre. Mais au fond, ce que Plus belle la vie encore plus belle nous enseigne aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas de chemin tout tracé. La douleur, la perte, les conflits intérieurs, tout cela fait partie du voyage. Ce sont ces épreuves qui nous façonnent, qui nous obligent à regarder au fond de nous-mêmes pour découvrir ce qui compte vraiment. Le véritable courage, ce n'est pas seulement d'avancer malgré tout, mais aussi de rester fidèle à ses valeurs, à ce qu'on aime, même lorsque cela exige de renoncer à ses rêves ou de trouver un chemin inattendu pour tout concilier. Alors que chacun des personnages se débat avec ses propres dilemmes, nous, spectateurs, nous pouvons aussi tirer une précieuse leçon. Dans la vie, il y aura toujours des moments où nous devrons choisir entre ce qui nous tient à cœur et ce qui nous paraît indispensable pour notre avenir. Mais ce qui nous définit vraiment, c'est la façon dont nous faisons ces choix, avec dignité, avec respect pour nous-mêmes et pour les autres. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous pour ce résumé détaillé et passionné. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager pour ne rien manquer des prochains épisodes, car au Mistral, rien n'est jamais terminé. Prenez soin de vous et à très vite.